Bonjour. Bouna Kanté, donc je suis un Sénégalais, un cadre qui a travaillé pendant à peu près 20 ans dans l'administration territoriale en France comme haut cadre de l'administration territoriale française. Donc j'ai dirigé des mairies pendant plusieurs années, des communes, et j'ai été formé à l'ENACT d'Angers, c'est l'École nationale d'application des cadres territoriaux. Donc quand je suis rentré au Sénégal, j'ai eu l'occasion de diriger la direction de l'audit et du contrôle à la Caisse des dépôts et consignations. Et depuis quelques années, je suis le secrétaire général de la CGIS, la Compagnie Générale Immobilière du Sahel. Donc la CGIS, qui est une filiale 100% Caisse des dépôts et consignations et qui a pour mission d'assurer la réalisation des missions qui sont dévolues à la Caisse des dépôts et consignations en matière de logement. Donc nous avons un plan stratégique de développement sur 5 ans qui nous permet non seulement d'asseoir la CGIS dans l'écosystème de l'immobilier, mais aussi permettre de répondre aux orientations du chef de l'État dans le cadre du programme des 100 000 logements. Parce que cela part d'un constat simple également. Aujourd'hui, on se rend compte que au niveau du Sénégal, il y a un déficit de plus de 300 000 logements, 322 000. Donc à Dakar, on a un déficit de 158 000 logements, alors que l'écosystème ne produit que 5 000 logements par an. Donc là, effectivement, ça pose des problèmes. Le deuxième problème, c'est que l'espace, les terrains maintenant sur Dakar deviennent de plus en plus rares. De plus en plus, on construit en hauteur pour répondre à cette demande en logement, mais tout cela nécessite des mesures d'accompagnement au niveau assainissement, ainsi de suite, pour éviter des difficultés. Même si l'assainissement ne fait pas partie des compétences de la CGIS, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, en tant qu'acteur du développement au niveau de l'immobilier, la CGIS se positionne dans l'écosystème pour répondre à cette demande qui est de plus en plus cruciale au niveau du Sénégal, cette demande en logement. Le projet donc phare de la Caisse des dépôts et consignations, parce que nous, on se positionne comme commercialisateur, on a un mandat de commercialisation, donc de la Caisse des dépôts et consignations qui est le propriétaire de ce terrain-là, et la Caisse des dépôts et consignations l'a acheté. Donc c'est un terrain de l'aéroport. Donc c'est l'ancienne piste. Aujourd'hui, la Caisse des dépôts et consignations a un foncier de 30 hectares. Et ce foncier-là fait l'objet d'une viabilisation pour permettre aux Sénégalais qui souhaitent acquérir du foncier avec un niveau de viabilisation hautement satisfaisant de pouvoir disposer de ce foncier-là. Donc au niveau de la démarche, on a joué la carte de la transparence parce que dès qu'on a commencé à informer les Sénégalais sur ce projet-là, une plateforme applicative a été ouverte pour permettre à tout Sénégalais qui le souhaite de pouvoir s'inscrire. Donc au départ, nous avions reçu plus de 2500 inscriptions. Et ces inscriptions ont fait l'objet de confirmations. Et au moment où je vous parle, nous avons plus de 800 confirmations. Maintenant, la phase de commercialisation a démarré et tout Sénégalais qui le souhaite peut se rendre dans les locaux de la CGIS pour bénéficier de ces terrains-là avec les conditions qui ont été définies. Oui, donc moi, quand j'étais en France, déjà, je participais beaucoup dans le volet social et humanitaire. Parce qu'à l'époque, j'étais le président de l'Association des Sénégalais du Loiret, une association de plus de 300 adhérents qui œuvrait dans le social et dans l'humanitaire.
Mais bon, c'est quelque chose que j'ai eu cette fibre depuis ma tendre enfance, parce que mon père, je l'ai toujours vu œuvrer dans le social de manière désintéressée. Et je pense que c'est lui qui m'a passé voilà, cette envie de participer dans le volet social pour parfois vraiment apporter un soutien à ceux qui le souhaitent, vraiment alléger la souffrance de certains qui sont dans des difficultés. Donc, quand j'étais en France, c'est vrai qu'on posait beaucoup d'actes au niveau social et humanitaire. On a vraiment acheminé à plusieurs reprises du matériel médical, des conteneurs, où on était là pour appuyer un petit peu les personnes qui étaient en difficulté. Donc, quand je suis rentré au Sénégal également, j'ai poursuivi dans ce créneau-là, donc à l'occasion de certains événements comme la Korité, la Tabaski, Tamkharit, les événements religieux. Donc, dès qu'on peut apporter notre pierre à l'édifice, nous le faisons sans aucune hésitation. Parce que, bon, on est dans un pays aussi où nous devons nous entraider mutuellement. Et je pense que c'est ça qui peut donner un sens à notre action et surtout accompagner le chef de l'État qui, au niveau de ses marqueurs, on voit que le social prend une part importante. Oui, donc ces élections-là, je pense que c'est une grande première parce que le mode de scrutin a changé. Avant, c'était un mode de scrutin, on peut dire presque indirect parce que une fois que la liste est élue, on passait au conseil municipal pour des tractations. Aujourd'hui, c'est direct, c'est-à-dire la tête de liste est élue automatiquement maire. Cela veut dire pour une première fois de l'histoire voilà, locale du Sénégal, on aura des maires issus directement des urnes. C'est la population qui va choisir son maire. Et ça, c'est important. Donc, il faut un programme ambitieux qui puisse répondre aux besoins de la population et non pas rester sur des logiques purement voilà, politiques. Aujourd'hui, il faut une nouvelle offre. Et je suis convaincu, et c'est le cas de la commune de Fann.E, Amitié, pour instaurer réellement une dynamique de victoire, moi je fais partie de ceux qui sont convaincus qu'il faut aussi aller vers un renouvellement de leadership local. Et ça, c'est important. Et permettre à cette commune d'avoir de l'oxygène, d'avoir de l'air et proposer autre chose à la population. Donc ce sont des élections inédites au niveau national parce que le mode de scrutin change et la population aura son mot à dire. Après, maintenant, dans le cadre de la mouvance présidentielle, Benno Bokk Yakaar, dont je suis, je pense qu'aussi, il faut qu'on dépassionne les choses, qu'on mette de côté nos passions égoïstes pour l'intérêt de notre coalition. À un moment donné, il va falloir qu'on se pose, qu'on se parle et qu'on voie voilà, comment aller vers ces élections dans un sentiment de rassemblement, d'unité, parce qu'on travaille tous pour le président de la République. L'histoire qui me lie à la commune de Fann.Amitié, c'est une histoire donc, qui est tout à fait naturelle et logique, parce que je suis natif de cette commune. Ah, c'est dans cette commune où mes premiers pas ont été posés. Cette commune a bercé mon enfance et c'est une commune que, voilà, qui m'a vu grandir. Et quand j'étais gamin, je parcourais les rues de cette commune qui a vraiment marqué mon enfance. Donc, j'y ai également joué au Nawetan, hein, l'équipe d'amitié, où j'étais footballeur. Hein, j'ai joué au Nawetan à Khalion, l'équipe de la Rudis, pour dire que j'ai quand même fait mes premiers pas dans cette commune. Après, je suis parti en France en 1990, après mon bac, pour suivre des études de droit à l'université de Rouen. Et c'est comme ça, après un troisième cycle en politique locale et développement, j'ai pu intégrer l'école prestigieuse qui est à Angers, l'ENAC d'Angers, qui a vraiment été voilà, un pan important pour ma formation professionnelle.
Donc suite à ça, j'ai eu à exercer, comme je l'ai dit en préambule, des responsabilités en qualité de directeur général dans l'administration territoriale française, notamment dans les mairies. Mais cette commune-là, c'est ma commune de cœur. Donc maintenant, quand je suis rentré, naturellement, et même avant que je rentre, je n'ai jamais rompu le lien avec cette commune. Parce que chaque année, je venais, quand j'avais des vacances, pour organiser des activités, des actions dans cette commune. Aujourd'hui, je peux dire que voilà, c'est ma commune de cœur. Hein? Voilà le lien qui me lie à cette commune-là. Et quand on part du constat que c'est une commune qui a une histoire, qui a un passé, qui a un présent, et une commune aussi qui doit avoir un avenir. Un avenir parce que cette commune-là, je pense que c'est la première, le quartier de la SICAP Rudis, c'est le premier quartier qui a été bâti dans cette commune-là vers les années 1950. Et là, je fais un clin d'œil à Gaïndé Fatma, Serigne Cheikh Gaïndé Fatma, qui à l'époque était actionnaire de la SICAP. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à édifier les premières maisons. Hein? Mais aujourd'hui, quand on voit tout ce qui s'est passé, l'existant que nous avons, parce que nous avons un réseau assainissement qui est correct, nous avons des rues où il fait bon d'y vivre, bitumé et tout, où il n'y a pas de poussière. Donc avec un petit peu d'effort, je pense qu'on peut améliorer le cadre de vie de cette commune. Par rapport à notre expérience, notre expertise de gestion communale, je pense que aussi c'est tout à fait légitime qu'on puisse aujourd'hui se positionner en disant qu'on veut changer la face de cette commune pour le bien-être des habitants. En quoi faisant? En mettant en synergie les acteurs, les forces, les atouts du territoire pour l'intérêt de la population. Je donne un exemple. Dans cette commune, nous avons beaucoup d'ambassades. Presque la quasi-totalité des ambassades sont érigées à Fann Résidence. Et malheureusement, cette commune n'a pas noué beaucoup de partenariats avec ces ambassades. Quand on voit que l'université Cheikh Anta Diop est dans notre commune, malheureusement, dans nos écoles, nous avons des enfants qui ont des difficultés scolaires. Il suffit juste de nouer un partenariat avec les étudiants pour qu'ils viennent de 17h à 18h dispenser des cours aux enfants et relever le niveau scolaire. Quand on voit aujourd'hui qu'on est à l'heure du numérique, et que la différence se fait à ce niveau. Malheureusement, je constate que certains Sénégalais ont leur ordinateur quand ils rentrent à l'université. Pourquoi pas ne pas avoir une salle informatique dans chaque école de la commune et permettre aux enfants de se familiariser à ces outils-là très tôt. Et c'est ça les constats. On voit qu'on a une piscine olympique de dernière génération qui est dans la commune. On n'a pas de champion de natation. Il arrive même que les enfants partent à la plage, à Mermoz, pour se noyer. Pourquoi ne pas, dans le programme scolaire, se dire de 10h à 12h, il y aura des cours de natation et les enfants des écoles vont fréquenter la piscine olympique qui est dans le territoire communal. Aujourd'hui, la quasi-totalité des entreprises sont implantées dans le territoire communal. Et la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, n'est pas assez développée. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, en tant qu'acteur de développement local, en tant qu'autorité municipale, il faut qu'on aille à la rencontre des entreprises qui sont dans le territoire communal, permettre à cette jeunesse-là de pouvoir aussi travailler dans cette commune. En quoi faisant? En mettant des partenariats avec le tissu économique qui est dans la commune pour permettre à nos jeunes de trouver un emploi. Et ceux qui n'ont pas d'emploi et ont besoin de formation, qu'on mette l'accent sur l'employabilité des jeunes et pour les orienter, les former. Donc il ne faut pas qu'on se dise que tout incombe à l'État. Je donne un exemple. En France, 75% de l'investissement est porté par les collectivités territoriales. C'est-à-dire tout vient des collectivités territoriales. Et là, on a tendance à voir des communes qui attendent tout de l'État, des dotations de l'État. Aujourd'hui, un maire, c'est un chef d'entreprise.
il doit avoir une obligation de résultat, aller chercher les moyens pour développer sa commune en tenant en compte les forces, les atouts de sa commune pour un développement local harmonieux. Et c'est toute la philosophie qu'on veut inculquer à cette jeunesse. Quand on a une mairie qui n'a même pas de site internet, et on sait qu'aujourd'hui, la différence se joue au niveau de l'outil internet, les États se surpassent à ce niveau-là. Quand on a une jeunesse qui n'est pas assez formée, quand on n'a pas une jeunesse numérique, mais là, on va accumuler du retard. Donc, on veut une commune smart, une commune où la connexion est gratuite, et je sais que c'est possible, une commune où on va accompagner la jeunesse dans le cadre des créations d'emplois, une commune où il fait bon de vivre, une commune où il y a une sécurité et une commune qui s'occupe du troisième âge et des femmes. Et ça, c'est tout à fait possible. Donc voilà l'ambition qui nous nourrit aujourd'hui. Et sans être prétentieux, je pense que nous avons accumulé assez d'expérience que nous voulons partager avec les habitants de la commune de Fann.E Amitié. Moi, je dis qu'on a les dirigeants qu'on mérite. Il faut qu'on soit exigeant à ce niveau. Qu'on ne donne plus aux mairies des personnes qui n'ont pas les compétences. Parce que je vous ai dit que le développement du pays, et j'en suis convaincu, passera inéluctablement par les collectivités territoriales. Donc, il faut aussi miser l'accent, il faut mettre le curseur sur la formation des agents qui travaillent dans les collectivités territoriales. Il faut instaurer le DIF, le droit individuel à la formation, pour que ces agents-là puissent avoir les compétences requises pour une bonne exécution budgétaire, pour un bon suivi budgétaire, pour une bonne réalisation des orientations qui sont dégagées. Parce que sans cette formation-là, l'expertise fera défaut et on sera toujours dans le tâtonnement. Et j'en profite pour dire que ce serait l'occasion de créer un centre national de formation des agents territoriaux et dans chaque département qu'il y ait une école qui forme les agents qui travaillent dans les mairies et instaurer une réelle fonction publique territoriale. Même si dans les textes ça existe, mais dans la mise en œuvre, je pense qu'il faut qu'on aille plus loin et aller vers l'intercommunalité. Et c'est ça qui permettra de jouer sur la péréquation et permettre aux communes de jouer leur rôle par rapport à certains problèmes qu'on ne peut pas régler au niveau de l'État. L'État ne peut pas tout faire. Maintenant, il faut effectivement, avec les domaines de compétences transférés, qu'on aille aussi sur la formation des agents qui vont mettre en œuvre ces domaines de compétences-là, parce qu'aujourd'hui, il faut de l'expertise pour développer nos territoires. J'entretiens d'excellentes relations avec les leaders de la commune. Je discute avec eux, je parle avec eux régulièrement et mon objectif, c'est aujourd'hui qu'on se retrouve et qu'on commence à discuter, qu'on commence à échanger. Et je ne cesse de le dire, si on attend que le président fasse un arbitrage, cela veut dire qu'on n'est pas à notre place. En tant que leader, nous sommes dans un même territoire, nous devons être en mesure, comme je l'ai dit, de dépassionner les choses, de nous surpasser, de mettre de côté nos passions égoïstes et pour trouver vraiment des points d'ancrage, des points d'orientation commune pour le triomphe de notre coalition. Et c'est à nous, acteurs politiques, leaders politiques, de le faire et ne pas attendre un arbitrage du chef de l'État. Merci pour cet entretien. Je remercie les membres du Club Sénégal Émergent et je dis bon vent à tous.